le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi, dernier numéro de la page internationale au Grand Journal du 14h. Bon début de week-end à tous et à toutes. Depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas pour présenter la page internationale. À Jacques Mel pour le Grand Journal. Joannel François Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, passé la période critique des 72 heures, les espoirs de retrouver les survivants s'amenuisent. En Turquie comme en Syrie, sur place, les organisations humanitaires se mobilisent. Voici un reportage à signer Euronews. Plus de 3 jours après le séisme qui a semé la destruction en Turquie et en Syrie, l'espoir de retrouver des survivants est mince. Il y a pourtant parfois des miracles. Après 88 heures coincés sous les gravats, un petit garçon et son père ont été sauvés. À Antakya, dans le sud du pays, 3 personnes ont été extraites des ruines en vie. Des exceptions heureuses dans un désastre dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 21 000 morts, dont plus de 18 000 en Turquie et 3 000 en Syrie. Une situation exceptionnelle qui a même poussé l'organisation armée kurde, le PKK, à suspendre ses opérations contre la Turquie, le temps que le pays se relève des blessures du tremblement de terre. En Syrie, les recherches se poursuivent malgré les difficultés d'accès de l'aide humanitaire. Les Nations Unies ont débloqué plus de 23 millions d'euros d'aide pour ce pays déchiré par la guerre. Le premier convoi humanitaire a atteint jeudi les régions du nord-ouest de la Syrie tenues par les rebelles, alors que des milliers de familles passent des nuits glaciales dans des voitures et des tentes de fortune. Pour le secrétaire général de l'ONU, le pays a besoin de plus d'assistance. Just hours ago, the first United Nations convoy crossed into northern Syria through the Bab al-Awa crossing. It included 6 trucks carrying shelter and other desperately needed relief supplies. More help is on the way, but much more is needed. Pendant ce temps, 80 tonnes d'aide humanitaire ont été chargées dans un avion en Grèce à destination d'Adana, dans le sud de la Turquie. Et l'Organisation mondiale de la santé envoie des équipements médicaux aux 2 pays. L'organisation craint une crise sanitaire majeure qui causerait encore plus de dommages que le séisme. Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée ont souhaité jeudi la levée de leur suspension de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Union africaine, UA. Voici un reportage à signer Africa News. Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée ont souhaité jeudi la levée de leur suspension de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine, déplorant des sanctions imposées de manière mécanique sans tenir compte des changements politiques. Ils ont indiqué que ces décisions de suspension empêchent la participation de leur pays aux instances statutaires de la CEDEAO et de l'Union africaine, et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels ils sont les plus concernés, tels que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable. La déclaration lue par la chef de la diplomatie burkinabé ajoute qu'ils appellent à une mise en cohérence des actions au niveau régional. Les points suivants ont été retenus. La facilitation de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les 3 pays. Le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso, en passant par le Mali. L'organisation de l'exploitation minière entre les 3 pays. La mobilisation des ressources nécessaires en vue de réaliser le projet de construction du chemin de fer Conakry, Bamako, Ouagadougou.
Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée avaient été suspendus de la CEDEAO et de l'Union africaine après les prises de pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022. Ce 10 février, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a prononcé un discours lors de la réunion solennelle consacrée à la journée des diplomates au ministère russe des Affaires étrangères à Moscou. Écoutons un extrait. On voit une augmentation des relations avec ses partenaires à l'international et le travail visant à renforcer la coopération au sein de la CEI et des processus d'intégration sur l'espace eurasiatique et notamment au sein de l'OTSE avec la pleine mise en œuvre de l'État unifié Russie-Biélorussie ainsi que les unions régionales comme l'Organisation de coopération de Shanghai. Tout cela fait que ce travail est mené pour défendre la population russe et lutter contre les manifestations du néonazisme. Et bien entendu, la diplomatie russe continuera à contribuer à l'établissement d'un monde véritablement démocratique et multipolaire basé sur le respect des droits et des normes du droit international. Je suis convaincu que vous continuerez à donner tout votre possible pour le service de la Russie et je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre travail, une santé de fer et une longue longévité. Vladimir Poutine. Emmanuel Macron fait affirmer dans la nuit de jeudi à vendredi que les avions de chasse réclamés par l'Ukraine ne pourront en aucun cas être livrés dans les semaines qui viennent. Assurance privilégier des armes plus utiles et plus rapides. Voici un reportage à signer France 24. Après avoir été accueilli en héros au Parlement européen, Volodymyr Zelensky a pris la parole ce jeudi devant les 27 de l'UE. Une intervention avec pour objectif principal d'exhorter les dirigeants de l'Union européenne à accélérer les livraisons d'armes pour son pays. Nous avons besoin d'artillerie, de munitions, de chars modernes, de missiles à longue portée, d'avions de chasse modernes. Merci de nous offrir le soutien militaire que vous nous offrez. Merci d'en faire davantage. Nous devons aller plus vite que notre agresseur. Une liste non exhaustive des besoins militaires urgents de l'Ukraine en réponse à la nouvelle offensive russe lancée dans l'est du pays. Mais la demande reste ambitieuse selon le président français Emmanuel Macron, qui a averti que l'envoi des avions de combat à Kiev ne serait pas instantané. Dans aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a des délais de formation, de livraison, et une formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Et donc je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins. Une promesse prudente du soutien de l'Union européenne, qui craint que le déploiement d'avions de combat occidentaux débouche sur un conflit ouvert entre l'OTAN et la Russie. Autre point clé abordé par les 27, le 10e paquet de sanctions de l'UE contre Moscou. Des sanctions qui s'ajoutent aux 67 milliards d'euros de soutien octroyés depuis le début de l'invasion, en février dernier. La Russie doit payer pour la destruction causée et pour le sang versé. Dans les prochains jours, nous proposerons le 10e paquet de sanctions. Premièrement, nous imposerons des sanctions à un certain nombre de dirigeants politiques et militaires. Nous ciblerons les propagandistes du président russe parce que leurs mensonges empoisonnent l'espace public en Russie et à l'étranger. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne a également été évoquée. Des négociations pourraient débuter cette année. Nous irons au Pérou. L'instabilité politique qui dure depuis des mois au Pérou génère des retombées sur les secteurs économiques qui permettaient auparavant au pays d'avoir l'un des taux de croissance parmi les plus élevés d'Amérique latine. Les troubles sociaux ont tari, les flux commerciaux et mené à la fermeture de l'attraction touristique de Machu Picchu. Voici un reportage signé FGTN News. Normalement un lieu animé pour les touristes internationaux, les rues pittoresques de Cusco dans les Andes péruviennes sont maintenant pratiquement vides. La principale destination touristique du Pérou, entrée du Machu Picchu, est étrangement silencieuse. La citadelle Inca est fermée jusqu'à nouvel ordre,
après 2 mois de bouleversements politiques marqués par de violentes manifestations. Les gens sont touchés à présent, c'est ce qui se passe. Cela affecte maintenant la vie des gens ordinaires. Je vais dire qu'à Cusco, les gens vivent au jour le jour. S'ils ne peuvent pas travailler, je ne sais pas comment ils vont pouvoir survivre. Je ne sais pas comment ils mangeront. Donc c'est vraiment effrayant pour nous. On peut voir que la pauvreté augmente. Des milliers de personnes sont sans travail alors que les manifestants combattent la police dans des rues normalement pleines de touristes. Des centaines de millions de dollars de revenus ont été perdus. Les barrages routiers ont étouffé l'approvisionnement, ce qui signifie que le gaz, principal carburant pour les véhicules, la cuisine et le chauffage des maisons, est pratiquement épuisé. Dans le même temps, les opérations de 3 importantes mines de cuivre et d'étain ont été suspendues en raison du blocage des autoroutes. Dans l'ensemble, l'exploitation minière représente plus ou moins 8% ou 9% du PIB, car elle change un peu en raison des prix de minerais. Ce secteur est très important, non seulement pour le PIB, mais aussi pour les ressources qu'il génère pour l'économie du pays en termes d'exportation et de fiscalité. C'est très important pour un pays comme le nôtre. Des barrages routiers ont frappé le secteur des exportations agricoles. Le Pérou est le plus grand exportateur de raisins et les troubles ont frappé en pleine période des récoltes. Mais surtout, les bouleversements ont touché des millions de gens ordinaires qui doivent payer plus pour moins en raison de la rareté des produits de base. Les manifestants appellent à la démission de la présidente Dina Boluarte. Elle est devenue présidente du Pérou après que son prédécesseur, Pedro Castillo, a été démis de ses fonctions début décembre, après avoir été accusé d'avoir tenté d'organiser un coup d'État. Pendant plus de 20 ans, l'économie péruvienne a connu une croissance annuelle moyenne de 4,4%, plus que n'importe quel autre pays d'Amérique du Sud, avec une faible inflation et une monnaie stable. Des analystes parlent depuis longtemps du paradoxe péruvien, la coexistence de l'instabilité politique et de la stabilité économique. Mais cela pourrait devenir une chose du passé. Le système politique défaillant du Pérou fait déjà chuter les investissements étrangers et la situation ne cesse de s'aggraver. Des économistes prédisent un ralentissement de la croissance pour le premier trimestre de cette année, une conséquence directe des manifestations antigouvernementales. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Prod, réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Il fait beau temps aujourd'hui à Boston, en plein hiver. Température 56 degrés Fahrenheit. Ça donne 13 degrés Celsius pour nous. C'est le beau temps. À Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end. Bonsoir, la semaine prochaine. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.